Bonjour à tous, c'est la grande interrogation. Quel sera le rapport de force lors des prochaines européennes? À droite comme à gauche, les partis semblent assez ramés pour se mettre en campagne, tous très timides. C'est le cas au centre aussi. On ne sait plus vraiment si la politique du gouvernement leur convient. Et puis il y a toute cette grogne sociale sur la hausse des prix du carburant avec ce mouvement des Gilets jaunes. On fait le point avec Christophe Jourjon, le patron de l'UDI à la métropole. C'est parti pour Face à Face. Bonjour Christophe Jourjon. Bonjour. Vous lancez à l'UDI la campagne des européennes. On a l'impression, je disais, que tous les partis patinent sur cette campagne. À l'UDI, on ne patine pas du tout sur cette campagne. On a démarré déjà en mai-juin pour travailler sur le projet. Aujourd'hui, le projet il est bouclé. On va lancer une campagne nationale les week-ends du 24 et 25 novembre pour distribuer des documents. Il y a 1,5 million de documents qui sont à l'impression pour qu'on puisse aller à la rencontre des Français, présenter notre projet pour une Europe nouvelle, une Europe plus démocratique, une Europe plus proche des citoyens et plus en phase avec les objectifs de développement durable. Donc on ne patine pas, au contraire, on avance et on a ce projet et cette ambition européenne chevillée au cœur. Je veux dire, on est le parti de Simone Veil, on est le parti de Valéry Giscard d'Estaing, on est le parti de Jean-Louis Borloo. Donc l'Europe, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose d'important sur un plan humaniste et humain, avant d'être une Europe des marchés comme peut l'avoir comme vision, comme peut être la vision d'Emmanuel Macron. Ça, c'est pour les grands mots, mais quelle va être votre ligne? Sur quel sujet, sur quel thème vous souhaitez faire campagne? Quelques thèmes très pratico-pratiques, si j'ose dire. Il faut un parquet européen et FBI européen pour lutter contre le grand banditisme et le terrorisme. Ça, on a besoin de cet échelon européen. Il faut des gardes-côtes et des gardes-frontières européens avec des pouvoirs renforcés pour gérer et maîtriser l'immigration. Et il faut aussi une politique de co-développement européen vis-à-vis notamment de l'Afrique. C'est tout le symbole et toute l'action qu'a fait Jean-Louis Borloo, par exemple, avec son association pour électrifier l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique, elle est aux portes de l'Europe, et c'est à l'Europe d'accompagner l'Afrique dans le co-développement. De l'autre côté, il faut aussi une Europe de l'économie, une Europe verte, qui permette d'avoir une souveraineté vis-à-vis de notre approvisionnement en énergie, mais qui permette aussi de travailler et d'accélérer la transition énergétique. Donc c'est des choses qui sont très concrètes, qui touchent les citoyens dans leur vie quotidienne. Et il faut abandonner cette vision d'une Europe des marchés, d'une Europe technocratique. Il faut revenir au principe des pères fondateurs de l'Europe. Très concrète, mais en même temps, ce n'est pas des propositions nouvelles. On les entend à chaque fois, chaque année. D'accord, on les entend à chaque fois, mais pour le moment, elles ne sont pas mises en œuvre. Justement, et pourquoi elles seraient mises en œuvre là et elles ne l'ont jamais été jusqu'à présent? C'est l'enjeu. présent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyens européens qui sont convaincus de ça, déjà, premièrement. Et donc, ça peut permettre de faire changer les choses. Un autre exemple, concrètement, c'est quand même scandaleux que l'évasion fiscale des géants du net, ou d'Amazon, de Nike aussi, etc., ce n'est pas les paradis fiscaux dans les Bahamas, c'est l'Irlande, qui est un pays de l'Union européenne. Donc là-dessus, il faut aussi avancer. Donc c'est des choses très concrètes qu'il faut faire bouger et qu'on peut faire bouger aujourd'hui parce que je pense que les citoyens ont atteint un niveau de maturité sur l'Europe qui est plus important. Et puis parce qu'il faut aussi que l'élection européenne de 2019, ça soit l'occasion de mettre les choses sur la table et de se donner un calendrier précis. Sinon, effectivement, ça sera une déferlante des populistes au niveau européen. Vous pensez honnêtement, vous dites que les citoyens ont acquis une maturité sur l'Europe. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a l'impression de voir quand même dans ce qui se passe, dans les élections, dans les différents pays. Je donne un exemple. Le Brexit, par exemple, ça démontre bien l'utilité de l'Europe. Donald Trump est venu, je crois que c'était l'été 2018 en Angleterre. Il a expliqué que la première ministre anglaise, Mme May, gérait mal la négociation pour le Brexit et que son principal opposant ferait un bien meilleur Premier ministre que Mme May. Il était sur le sol du Royaume-Uni. Et le gouvernement britannique a été dans l'incapacité de répondre parce qu'effectivement, en quittant l'Europe, ils se mettent sous la dépendance des États-Unis. Nous, on veut une Europe souveraine, une Europe indépendante. Et encore une fois, aujourd'hui, à l'ère où on est en train de construire des puissances continentales face aux États-Unis, face à la Russie, face à l'Inde, à la Chine, ce n'est pas la France seule et isolée qui peut défendre notre modèle de société, notre vision humaniste de la société. La France, c'est 1% de la population mondiale, c'est 3% de l'économie mondiale. Seul, on ne pourra pas défendre notre modèle de société. On ne pourra pas reconquérir notre souveraineté nationale. Il faut le faire avec les Européens. À 500 millions d'habitants, on a cette capacité-là. Maintenant, il faut qu'on construise ensemble
un vrai projet, et encore une fois, un projet qui mette le citoyen au cœur de la politique et pas les technocrates. Ça, c'est un discours tout à fait respectable qui a déjà été porté par d'autres, qui a été largement porté par Emmanuel Macron pendant sa campagne. On avait l'impression d'avoir le président le plus européen qu'on ait jamais eu. Et finalement, l'Europe n'a jamais été aussi en panne que maintenant. Le couple franco-allemand ne fonctionne plus. En Allemagne, c'est plus possible. Emmanuel Macron seul ne peut pas faire grand-chose. Mais les élections européennes sont l'occasion de donner un coup d'accélération parce que dans les 28 ou 27 pays européens... Et vous avez peur que ça aille dans le sens inverse au vu du contexte politique partout en Europe? C'est le moment du choix. Mais dans les 27 pays européens, il y aura une campagne européenne ou pas. Et c'est clair que nous, UDI, entre une vision souverainiste des Républicains et de leur invoquer leur président en particulier, et une vision d'une Europe de marché portée par Emmanuel Macron, eh ben nous, on veut porter, et on porte, une Europe de l'individu, une Europe des citoyens, une Europe qui travaille sur la paix, qui travaille sur le développement économique, mais qui travaille aussi sur la transition énergétique et sur le développement durable. Il ne vous plaît pas le projet européen d'Emmanuel Macron ? Pour le moment, on ne le connaît pas encore totalement. Bon, il en a souvent parlé quand même. Il en a parlé, mais le reproche que l'on peut faire à ce projet, c'est qu'il est effectivement trop tourné sur le marché et l'économie. Et c'est la dérive qu'on a eue depuis quelques années au niveau de l'Europe, où on a eu le CETA, le TAFTA, etc., où on avait des accords de libre-échange économique qui n'intégraient pas suffisamment, et on l'a dit depuis plusieurs années à l'UDI, qui n'intégraient pas suffisamment la vision citoyenne, la vision de développement durable, la vision de protection des habitants, de la faune et de la flore. Donc il n'y aura pas d'alliance avec La République En Marche. Pourtant, vous ne vous dites pas, vous, qui n'êtes pas forcément un adepte des visions partisanes, qu'il faudrait peut-être un rassemblement des pro-européens dans le contexte que l'on connaît. Est-ce que ça ne serait pas plus clair, ne serait-ce que pour les électeurs ? Je pense que l'élection européenne de 2019, ce n'est pas le bien contre le mal, comme l'a exprimé à un moment, jusqu'à la semaine dernière, je crois, Emmanuel Macron. On ne peut pas dire que c'est les progressistes contre l'obscurantisme. Ça ne vous plaît pas, cette vision-là ? Non. Je veux dire, on ne peut pas opposer les uns aux autres. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une ambition nationale et une ambition européenne. Il faut essayer de rassembler. Et on ne peut pas rassembler en disant que la moitié de la France, c'est le mal et l'autre moitié, c'est le bien. Donc du coup, il faut effectivement... C'était pas exactement mal-bien. C'était pas tout à fait ça. C'était les progressistes. Progressistes, c'est le repli sur soi, et conservateurs. Ça vous plaît pas? Enfin, ça, c'est pas une définition juste à vos yeux. C'est caricatural. C'est caricatural. Encore une fois, il faut travailler sur des choses qui sont pratiques, qui concernent les citoyens au quotidien, les étudiants avec le programme Erasmus, dont le budget a été réduit ou tout au moins est limité, et c'est une vraie construction de l'Europe. Concrètement, c'est une vraie valeur ajoutée pour les étudiants qui suivent cette formation à l'étranger. Donc ça, c'est des choses concrètes qu'il faut développer. Airbus, Ariane, l'indépendance énergétique de l'Europe, c'est aussi un vrai enjeu. L'indépendance au niveau économique et au niveau recherche et innovation, c'est un enjeu pour créer des emplois demain. Mais d'accord, mais on en revient toujours au fait. Comment vous faites pour convaincre des Italiens, des Hongrois, des Autrichiens qui votent à l'extrême droite, qui veulent presque sortir de l'Union européenne, en tout cas qui prônent un retour des nations? Comment vous faites pour les convaincre ça? Vous leur parlez d'Erasmus? Non, on ne leur parle pas d'Erasmus, mais ce qu'il faut faire, et c'est la même chose que l'on fera en France, c'est dire on veut une Europe plus efficace. Il n'y a aucun intérêt que la Commission européenne s'intéresse à savoir s'il faut maintenir ou pas le passage à l'heure d'été. Je vous donne un exemple. On a eu tout un débat au niveau de l'Europe sur l'heure d'été. On s'en fout. Les États-Unis, ils ont 6 fuseaux horaires dans leur pays. Et ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une puissance. La Russie, ils en ont 10. 4, non? Ah non, oui, voilà. La Russie, ils en ont 10. Et ce n'est pas pour ça que ça les empêche d'être une puissance. Donc, ce n'est pas à l'Europe de gérer s'il faut passer à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Par contre, c'est à l'Europe de travailler sur une ambition industrielle, c'est à l'Europe de travailler sur l'énergie, c'est à l'Europe de travailler sur une souveraineté militaire. Hier, Emmanuel Macron était sur le Charles de Gaulle pour son interview. C'est très bien. On a un porte-avions nucléaire en France et c'est le seul au niveau européen avec le départ de l'Angleterre. C'est pas à la France de réinvestir dans 2-3 ans 3 ou 4 milliards pour un deuxième porte-avions. On va en parler ça, mais justement, c'est à l'Europe. Ouais. Ce que les critiques de l'Europe disent, c'est que finalement, on est plus efficace quand on a une seule nation, ne serait-ce que pour gérer, par exemple, l'immigration. Les Italiens disent si on n'avait que nos frontières à protéger, on gérerait mieux l'immigration, on ne la subirait pas comme aujourd'hui. Non, c'est faux. Les Italiens, ce qui a péché en Italie, c'est que l'Europe s'est délaissée du problème. C'est-à-dire que l'Europe a dit, écoutez, c'est à l'Italie de gérer
Non, l'Europe, on est solidaire. C'était à l'Europe de gérer. C'est pour ça qu'on demande la création de gardes-côtes et de gardes-frontières au niveau européen, pour qu'effectivement, quand il y a une vague... Mais ça, Emmanuel Macron l'a demandé aussi. On voit bien qu'il n'y arrive pas, c'est compliqué. Il faut passer l'étape suivante. Et les élections européennes de 2019, c'est l'occasion que dans un maximum de pays, on puisse porter collectivement ces idées-là. Quand le chef de l'État trace un parallèle entre la période actuelle et celle des années 30, avec la montée du nazisme, du fascisme en Europe, est-ce que c'est pertinent selon vous ? Alors, fort heureusement, on n'en est pas encore à une montée du nazisme et du fascisme en Europe aujourd'hui. Ce qu'il y a de clair... Vous savez la définition du fascisme, c'est qu'on ne le voit pas arriver. Certes, mais aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on a une montée du populisme. Et donc là-dessus, il faut apporter, me semble-t-il, des vraies réponses plutôt que d'être dans la caricature et avoir un discours qui noircit des choses. Les problèmes sont réels, notamment en Italie par exemple, mais on ne convaincra pas les citoyens d'abandonner ces thèses populistes uniquement en les stigmatisant. On les convaincra en proposant des choses concrètes et en mettant en œuvre... Vous trouvez qu'il les stigmatise ou il ne fait pas peut-être que rappeler l'histoire en disant attention ? Le parallélisme est possible et il y a effectivement des proximités. Encore une fois, je pense que les démocraties d'aujourd'hui ne sont pas celles des années 30. Et donc on a des moyens de lutter contre ce développement du populisme. Mais il faut être efficace et présent. On parlait tout à l'heure de son discours, qu'il a changé, c'est vrai. Maintenant, il parle de patriotes contre nationalistes. Est-ce que ça vous convient mieux ? Ou pareil, vous trouvez que c'est pas bien de tracer deux camps, deux lignes, c'est ça ? Moi, je crois qu'on peut être... moi, je suis attaché à la France et j'ai une ambition européenne. Et je pense que l'avenir de la France s'inscrit dans une ambition européenne. Donc, il ne faut pas opposer l'ambition européenne et l'attachement à sa nation et à sa patrie. Je veux dire, les deux sont compatibles, les deux s'enrichissent l'un de l'autre et les deux permettent de progresser et d'avancer. Vous parliez justement tout à l'heure du porte-avions. Oui. On a un en France. Est-ce qu'il en faudrait plus et des porte-avions européens ? C'est ça que vous voulez dire ? Effectivement, un porte-avions nucléaire, c'est très bien, mais ça faisait 2 ans qu'il était en cale sèche pour de la maintenance, de la modernisation, et c'était nécessaire. Donc pendant 2 ans, on n'avait plus cet équipement, qui est un équipement stratégique. À l'inverse, les budgets de la France ne justifient pas et ne permettent pas de dire on va avoir un deuxième porte-avions nucléaire français. Donc ça, c'est bien des questions qu'il faut porter au niveau européen. Parce que ce porte-avions, il participe à la défense de la France et il doit participer à la défense de l'Europe. Il faut que l'Europe acquiert un minimum d'indépendance par rapport aux autres superpuissances, que ce soit les États-Unis, la Russie ou la Chine. Donc il faut une armée européenne. Il a raison quand il tient ce discours-là face aux États-Unis, à la Russie, à la Chine. Il faut une défense européenne. Alors est-ce que c'est une armée, c'est un passage obligé, c'est-à-dire qu'il faut effectivement une défense européenne pour aller à terme vers une armée européenne. Mais l'armée européenne, elle n'est pas possible demain matin. Vous croyez sérieusement qu'à l'heure justement où les peuples réclament un retour de la souveraineté nationale, on touche à un sujet sensible en ramenant notre souveraineté de la défense à quelque chose de commun en Europe qui ne soit plus national ? Que c'est pas quand même très loin là pour le coup. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres étapes à franchir avant ça ? C'est très loin parce qu'aujourd'hui l'Europe est technocratique. Si l'Europe est plus démocratique, ça ne sera pas si loin que ça. Et encore une fois, mais qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui que l'Europe peut passer, comme vous le dites, de technocratique à démocratique ? C'est une Europe qui fédère les pays, qui fédère les nations. Mais il faut changer les institutions, le système électoral. C'est ça. Par où est-ce que ça passe ? Je pense qu'il faut d'abord remettre au cœur de la campagne électorale des Européennes l'Europe et pas faire de l'Europe, des élections européennes, un référendum pro ou contre le gouvernement national. Donc si on remet le débat européen au cœur des échéances européennes, déjà ça permettra d'éclairer le débat et de montrer les vraies différences entre les uns et les autres et de voir vers quoi on veut aller. Et c'est comme ça qu'on peut redonner l'envie de l'Europe à nos concitoyens. Après, je pense aussi qu'il y a eu une responsabilité d'un certain nombre de politiques qui, dès que quelque chose ne va pas, ils disent c'est la faute de l'Europe. Non, ce n'est pas la faute de l'Europe, c'est d'abord la faute de nos politiques nationaux. C'est à eux de se battre éventuellement à l'Europe pour que les choses évoluent différemment. Et on parle de l'avalanche de normes. Effectivement, il y a des normes européennes, mais on n'est pas obligé, parce qu'il y a une norme européenne, de voter à peu près la même chose en France pour refaire une norme française qui copie la norme européenne. S'il y a une norme européenne, on ne fait pas de norme française sur ce sujet-là. Donc il y a toute une philosophie et une pensée politique à changer, y compris dans un certain nombre d'élus aujourd'hui. Mais d'où est-ce qu'elle vient justement, cette philosophie à changer selon vous ? Je pense que... Pourquoi l'Europe est dans cet état ?
L'Europe est dans cet état parce que aujourd'hui c'était quelque chose qui était trop loin et qui n'était pas assez visible et vendu, si j'ose dire, par les responsables, qu'ils soient politiques ou économiques. On voit par exemple qu'il y a plein d'actions qui sont menées par nos collectivités qui sont menées avec des financements européens. Sauf que toutes nos collectivités, elles oublient de dire que ce projet, il est financé par des fonds européens, où ils le mettent avec un logo Europe tout en bas de l'affiche. Voilà. Or, il faudrait, et ça serait légitime, qu'on dise ce projet que la collectivité porte, c'est un financement de l'Europe. Donc si on le fait, c'est grâce à l'Europe et à la volonté que l'on a eue localement de porter ce projet-là. Donc c'est aussi ça, le changement de vision et de pragmatisme. Vous êtes d'accord avec moi, vous avez le même discours que le MoDem sur l'Europe? Oui, on a un discours assez proche. D'ailleurs, Marc Fesneau était à nos universités d'été il y a un mois et demi, et on a pu échanger sur le thème de l'Europe, puisqu'il participait à la table ronde d'Europe. Mais il n'aura pas d'alliance de liste pour le scrutin? Il faut poser la question au MoDem. Je veux dire, nous, on a l'ambition de porter un projet européen indépendant entre LR et La République En Marche. Si le MoDem veut s'associer à nous, il n'y a aucun problème. Cette future liste dont on va décider de la création le 15 décembre lors d'un congrès national extraordinaire, elle a vocation à être ouverte et à rassembler tous ceux qui ne se retrouvent pas dans La République En Marche ou qui ne se retrouvent pas dans LR. Je veux dire, entre les deux, il y a une vision progressiste de l'Europe. Vous pensez qu'il y a un espace assez large? Encore une fois, entre une Europe souverainiste et une vision souverainiste de l'Europe et une vision des marchés, d'économie des marchés de l'Europe, je pense qu'il y a un espace. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview du chef de l'État cette semaine, justement? Moi, j'ai été très surpris par sa réponse face à la mobilisation des Gilets jaunes. C'est-à-dire que je pense que les Gilets jaunes, je comprends leur insatisfaction en disant effectivement, le prix du carburant augmente, ça grève mon budget et je n'ai pas d'offre de transport en public alternatif ou efficace à mettre en face. Ça, je comprends ça. Par contre, répondre à ça en disant on va mettre 500 millions de subventions à la place pour compenser cette hausse n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que je pense que la hausse du carburant du gouvernement, c'est un geste qui est un geste de tentative d'achat. C'est pas ça la réponse. Elle n'est pas au bon enjeu, elle n'est pas au bon niveau. Aujourd'hui, la hausse des carburants fossiles, elle est inéluctable, de par les accords de l'OPEP et de par la nécessité d'accélérer la transition énergétique. On a vu les dérèglements climatiques encore dans les semaines passées en France et surtout à l'étranger. Il faut agir, et il faut agir vite. Ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est que les taxes annoncées par le gouvernement Macron, elles vont rapporter 4 milliards d'euros, 3,9 milliards d'euros exactement, en 2019, de recettes supplémentaires. Et la réponse d'Emmanuel Macron, c'est de dire « je mets 300 millions d'euros sur la transition énergétique ». Non, c'est 3,9 milliards de taxes supplémentaires. Il faut les mettre intégralement sur la transition énergétique. Il faut les mettre intégralement pour développer les transports en commun, les transports publics, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Et là, on accélère la transition énergétique. Et là, on apporte une réponse aux Gilets jaunes en disant, effectivement, on met en place des transports publics qui permettent d'amoindrir le coût et qui vous offrent un moyen de déplacement qui soit efficace. Donc c'est ça leur vrai enjeu. Et ce n'est pas du tout la réponse des Les manifestants ont raison quand ils disent que l'État s'engraisse sur leur dos. C'est clair que si on fait le total des recettes et des dépenses, il y a 3,2 milliards qui vont aller dans le budget général de l'État et qui vont en pratique permettre de financer en partie le dégrèvement de la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'on voit bien que le gouvernement a donné à certains Français un bonus avec le dégrèvement de la taxe d'habitation, qui a un gain de pouvoir d'achat, et il le reprend dans l'autre poche avec, entre autres, la hausse de la taxe. Et vous comprenez la logique quand le gouvernement dit on préfère libérer le travail, moins taxer le travail pour relancer l'économie, et au final, si tout le monde gagne mieux, tout le monde gagne plus, si tout le monde a un emploi, il n'y aura plus de problème pour 3 centimes de plus d'essence. Non mais là-dessus, sur libérer le travail... C'est une vision à long terme, disons. Ça peut changer par rapport aux politiques précédentes. Non mais attendez... on est d'accord sur le fait qu'il faut libérer le travail et qu'il faut baisser le coût du travail pour développer l'économie et réduire le chômage. Donc là-dessus, on soutient. C'est pour ça qu'on a soutenu la réforme sur le code du travail. C'est pour ça qu'on soutient un certain nombre de réformes qui vont dans ce sens-là. Là, je suis désolé, on nous explique que la hausse des taxes sur les carburants, c'est pour la transition énergétique. Pas seulement.
C'était l'explication et c'est la justification essentielle qui est présentée. Alors si c'est ça, je défends la hausse des taxes sur les carburants, mais il faut que les recettes supplémentaires soient affectées exclusivement à la transition énergétique. Et si on met 4 milliards de plus sur la table pour développer les transports publics, eh bien, ça répond aux problématiques des Gilets jaunes. Mais on entend quand même... on change et on passe dans la transition énergétique. On entend quand même l'exécutif assumer qu'il y a cette part de financement de la transition énergétique. Il y a 300 aussi millions sur 400. Une façon assumée aussi qu'il y a cette part de plus taxer les carburants et moins taxer le travail, avec cette vision à long terme. Alors c'est sûr que ça ne répond pas tout de suite aux besoins, parce que les conséquences sur le travail, sur le chômage, elles ne se voient pas du jour au lendemain. C'est quelque chose, c'est un argument qui est sorti cette semaine. Ça. Avant, ce qui a été dit, c'était effectivement la baisse des charges sociales avec l'augmentation de la CSG, etc. C'est ça qui a été exprimé, en disant on réduit le coût du travail en augmentant les prélèvements sociaux sur autre chose. Mais là-dessus, ça n'a jamais été dit sur les carburants. C'est dit depuis quelques jours pour essayer de trouver un contre-feu. Encore une fois, la hausse de la fiscalité sur les énergies fossiles, elle se justifie si elle permet de financer la transition énergétique. Or, les hausses qui sont annoncées aujourd'hui, elles financent le budget de l'État. On a bien compris. Vous n'allez pas sortir avec votre gilet jaune pour manifester, donc? Non, mais la réponse du gouvernement n'est pas satisfaisante par rapport au gilet jaune. Sur la forme, est-ce que vous ne trouvez pas ce mouvement un peu caricatural quand même, dans le sens où on ne parle plus énormément de carburant quand même? Ça s'est élargi bien au-delà. Oui, parce qu'effectivement, c'est un mouvement qui a une origine plus ou moins spontanée, c'est un mouvement citoyen, et donc après, effectivement, je pense que tous ceux qui ont une insatisfaction se raccrochent à ce mouvement-là. Donc vous avez raison, mais c'est le propre d'un mouvement qui s'auto-génère et qui s'auto-développe. Il y a la récupération politique derrière? Moi, je pense que les Gilets jaunes, c'est un mouvement citoyen, et que les politiques n'ont pas à manifester dans ce cadre-là. C'est de la récupération et je pense que ce n'est pas acceptable. Aux politiques d'écouter, d'entendre et de proposer des choses. Emmanuel Macron qui dit attention à ceux qui vous manipulent, on vous ment quand on vous dit à la fois qu'on veut plus de services publics et qu'on veut moins de taxes, moins d'impôts. Ça c'est vrai, là-dessus je suis d'accord. C'est-à-dire que les services publics ça a un coût, donc on ne peut pas à la fois demander plus de services publics et baisser indéfiniment les prélèvements. Il faut trouver un équilibre. Mais encore une fois, la taxe sur les carburants, elle n'a pas cette vocation-là. Il a confessé quand même une erreur. Il dit « j'ai pas réussi à réconcilier les Français ». Je pense qu'il a raison dans ce constat. Et c'est en partie dû à ces petites phrases dont il a le secret. Et du coup, vous avez espoir qu'il y ait un tournant, qu'il change? Il va y avoir une prise de conscience assumée, en tout cas. On va voir. Je ne sais pas si les petites phrases qu'il a l'habitude de sortir régulièrement, c'était une stratégie de communication ou si c'est sa personnalité profonde. On verra dans les semaines à venir. Il nous reste 2 minutes pour parler des municipales, enfin du dernier conseil municipal qu'il y a eu. On a un nouveau maire à Lyon, enfin, tout est relatif. Le retour de Gérard Collomb, réélu sans surprise, pas de retour en grâce non plus, il a perdu quelques voix, notamment par rapport à son prédécesseur. Tout à fait. No comment, je veux dire... Vous aviez présenté un candidat, c'était le seul... C'était le seul candidat d'ailleurs qui a été présenté, puisque les Républicains ont choisi la politique de la chaise vide. Nous, on a présenté un candidat qui a fait effectivement le plein des voix indépendantes et UDI du conseil municipal. Après, Gérard Collomb a été réélu maire, ce qui est quand même pas une surprise, avec une perte de 8 voix, effectivement. Maintenant, à lui de mettre en place sa politique et son mandat 2.0, si j'ose dire, puisque c'est son deuxième mandat depuis 2014, sa deuxième élection en tant que maire, tout au moins. On verra ce qu'il va faire des 18 mois qui lui restent. C'est le début de la fin ou vous pensez qu'il sera réélu en 2020? Moi, je pense que ce n'est pas le temps de la campagne électorale. On est aux 2 tiers du mandat. Les Lyonnais, ils ont élu des conseillers municipaux pour travailler pendant 6 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est encore le moment de travailler, de proposer, de mettre en œuvre des projets et des réalisations. Qu'on soit élu de la majorité, bien évidemment, mais même élu de l'opposition, on a une obligation de proposer des choses pour faire avancer notre ville et pour apporter des réponses aux problèmes quotidiens. Alors dans l'opposition, Gérard Collomb, qui s'est déclaré le premier, a déjà des adversaires. Étienne Blanc pour les Républicains, Pascal Blache. La remarque, elle est vraie pour tous les candidats qui se déclarent aujourd'hui candidats. Vous voyez ça d'un mauvais œil?
Je pense que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, on est dans le temps de la proposition et du travail. Je pense que si on met en place les candidatures à l'automne 2019, il restera 6 à 8 mois de débats démocratiques, de rencontres avec les citoyens, ce qui laisse un temps suffisant pour que l'échange ait lieu et que les citoyens soient informés pour pouvoir choisir en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, il est temps de travailler. On ne peut pas dire que dans un mandat de 6 ans, on travaille pendant 3 à 4 ans et qu'on fait campagne pendant 2 ans. Je veux dire, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas pour ça que les électeurs nous ont choisi. Vous n'écartez aucune piste pour vous, en tout cas Nous, on travaille sur un projet, on travaille sur des propositions. On se positionnera après les européennes à l'été 2019. Merci beaucoup Christophe Georgeon d'avoir été mon invité. On aura l'occasion d'en reparler. Tous vos replays sur tlm.tv. Très bonne semaine.